Dis donc, faut qu'on parle d'un truc. Ouh là là, Seth, t'en fais une drôle de tête. Oui, y a du nouveau. Finalement, la vidéo est sponsorisée par le ministère des Armées et des Anciens Combattants. Donc, Seppele. Fausse. Écoute-moi attentivement. Aujourd'hui, tu dois faire une pub pour un ministère. Alors, par pitié, si un jour dans ta vie, tu dois ravaler ta personnalité véritable, c'est aujourd'hui. Bon, pas d'accord. Pour sortir, ça m'a cessé, Pelin. Attends, j'ai pas fini. Aujourd'hui, je vais vous faire une réclame pour le FIT. Le FIT, ou ce que ça veut dire Forum Innovation Défense, c'est un thing que ça arrive tous les 2 ans à Paris. C'est comme le salon de l'agriculture, sauf qu'à la place des vases, il y a des robots du futur. C'est pas le non. D'habitude, c'est fait pour les entreprises. Il y a des gens qui fabriquent des robots, d'autres qui fabriquent des lasers et d'autres qui fabriquent des robots qui tirent des lasers. Donc, si tu veux voir qu'est-ce qu'on invente pour l'armée, tu peux venir voir au FIT. Et que si tu veux venir voir, c'est le samedi 29 novembre 2025 au Château du Roi. Quoi? Mais non. Mais si, il y a écrit porte de Versailles, mais je sais pas quelle porte, parce qu'il y a plein de portes dans un château. On a dit pas d'impro, c'est au parc des expos porte de Versailles. Ah, parce qu'en plus c'est dans le parc et même pas dans le château, mais s'il pleut, les gens ils vont marcher dans la boue. Pitié tais-toi. Le parc expo porte de Versailles, c'est un espace d'exposition couvert, nom de bleu. Ah d'accord, donc Ortung, si tu veux y aller c'est gratuit, mais tu peux pas rentrer comment que tu veux. Il faut s'inscrire pour chercher un billet sur le lien que je te mets en description. Donc en description, je te mets le lien pour chercher ton billet et je te mets aussi le lien où ce que tu peux trouver les infos sur le site du ministère. Mais c'était pas encore dit le plus meilleur. Astronoké qui sera là et il va présenter un robot qui tire des lasers et qui lance des missiles dans l'espace comme dans Iron Man. Non, arrête de dire des conneries, c'est pas dans le script ça. Bon, ça suffit, pousse-toi. Hey. Bon, samedi 29 novembre 2025, AstronoGeek sera présent au FID pour animer une discussion avec des spécialistes de la DGA au sujet de l'innovation dans le domaine militaire. Mais il va montrer un thing qui tire des lasers et qui vole dans l'espace. Seppele. Tu restes là et tu dis plus rien. Oui, allô? Et donc je le redis, si tu veux venir c'est gratuit et le lien pour que tu t'inscris il est dans la description. Oui, bonjour madame le ministre. C'est le 29 novembre dans le parc des expositions porte de Versailles et pas dans le château du roi quel. Non, vous en faites pas, je vais l'arrêter. Et Astronoké qui sera là, alors tu oublies pas, le lien il est dans la description. Seppele. Yo, ce que je bin fertig. Hop là, la réclame elle est finie. Tu vas nous faire avoir des emmerdes. Mais né. Avez écœuré pour votre tango? Bonjour.
Le corps humain a beau être une machine très résistante, si vous chutez de plus de quelques mètres, vous avez vite fait de ravaler votre extrait de naissance. Et ouais, aujourd'hui on rentre dans le vif direct. Aujourd'hui on va parler aérolargage. Donc commençons par parler parachute. Autant la dernière fois, quand je vous ai fait l'historique du ravitaillement en vol, on n'a évidemment pas pu remonter avant la naissance de l'aviation. Autant pour le parachute, il faut aller voir un poil plus loin dans le passé. Et donc, qui a inventé le parachute? Ceux qui ont répondu Léonard de Vinci, c'est faux, vous êtes punis, éteignez YouTube, vous êtes privé de la suite de la vidéo. De Vinci ne l'a pas inventé, non seulement parce qu'il s'est contenté de croquis et n'a jamais rien expérimenté de tel, mais surtout parce que d'autres, bien avant lui, avaient déjà sauté sous voile. La première occurrence qu'on a d'une chute ralentie par une voile dans une chronique remonte au 3e millénaire avant Jean-Claude. Plus précisément, il s'agit d'une chronique chinoise du 2e millénaire relatant des faits 700 ans plus vieux, où un empereur de la dynastie Xia aurait fui une grange en feu en sautant du toit, amortissant sa chute avec 2 parasols. Ouais, il y a du vent aujourd'hui. Alors bon, si on considère le fait que la dynastie Xia en elle-même est considérée par les historiens comme relevant plus du mythe fondateur que de l'histoire avec un grand H, on peut remettre en question ce récit. Mais bah déjà, c'est plausible, hein, l'histoire ne dit pas qu'il s'est pas pété une jambe à l'atterrissage, et surtout, bah même si c'est qu'une fable, c'est quand même une fable du 11e siècle avant notre ère qui décrit le concept du parachute. Donc, bah De Vinci, qui lui a vécu au 15e siècle, n'a vraiment rien inventé. Mais si c'était que ça, parce qu'au 9e siècle, l'espagnol Abbas ibn Firnas, oui, au 9e siècle, l'Espagne était arabe, hein, bref, en 852 à Cordoue, et à l'âge de 42 ans, il saute du haut de la tour de la grande mosquée équipé de ce qui sera décrit comme un grand manteau, destiné à amortir sa chute. Et ça marche. 28 ans plus tard, et alors qu'il a déjà 70 ans, il se confectionne des ailes en bois qu'il couvre de soie et de plumes d'oiseaux. Il convoque une assemblée de témoins et s'élance encore une fois du haut d'une tour, parvient à planer sur une distance assez considérable selon les témoins de l'époque et se pète 2 vertèbres à l'atterrissage. Mais il est toujours pas mort. Ah bah oui, bah on tourne sur un aérodrome, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les savants de l'époque attribueront cet atterrissage brutal à l'absence de queue sur son dispositif. Quelques décennies après la mort de Léonard de Vinci, c'est l'ingénieur Fausto Veranzio qui saute d'une tour à Venise, mais avec un dispositif ne ressemblant toujours pas à celui de Vinci. Et ouais, De Vinci, c'était un très bon dessinateur, mais comme inventeur, bah, il est un peu surcoté. Jusque-là, les tests sont très empiriques. Il faudra attendre les travaux de Newton sur la mécanique des fluides, et notamment la résistance de l'air, pour qu'on comprenne réellement comment ça marche. En 1783, le physicien Louis-Sébastien Lenormand saute de l'observatoire de Montpellier avec une toile ronde à armature en bois qu'il nomme pour la première fois parachute parce que ça ressemble à un parasol et le destine au sauvetage de gens prisonniers d'immeubles en feu. Mais pour autant, jusque-là, le mieux que l'on pouvait faire, c'était sauter d'une tour ou d'une falaise. Et dans les faits, si vous ne sautez que d'1 ou 2 dizaines de mètres, une voile raisonnablement petite vous ralentira juste assez pour pas mourir à l'atterrissage. Mais il n'empêche que le contact avec le sol reste très dur et les blessures très fréquentes. Mais arrive le ballon et en 1796, André-Jacques Garnerin parachute un chien grâce à un dispositif cette fois-ci entièrement en toile. On notera que lui n'a pas osé tester son invention sur lui-même. Ou du moins pas tout de suite, parce qu'un an plus tard, c'est lui qui saute de plus de 900 mètres au-dessus du Tivoli et atterrit sain et sauf, mais après un vol mouvementé. En effet, son parachute oscille dangereusement et il résout le problème en y découpant ce que l'on appelle la cheminée, le trou central que l'on trouve encore aujourd'hui dans les voiles de parachute ronde. Sa femme, Jeanne Labrosse, sautera avec le même dispositif 2 ans plus tard et deviendra comme ça la première femme parachutiste. Mais si cet engin comporte encore une nacelle, en 1887, l'américain Tom Baldwin la remplace par un harnais. En 1908, c'est Charles Broadwick qui le replie dans un sac à dos, et en 1912, Albert Berry, toujours un américain, saute pour la première fois d'un avion au-dessus de Saint-Louis. Sauf que sauter d'un ballon c'est relativement facile, hein, il suffit de se laisser tomber. D'un engin en mouvement, c'est plus compliqué, et ce pauvre Albert Berry va se retrouver emmêlé dans le train d'atterrissage. Mais malgré ça, il s'en sortira à bon compte.
Dans les tentatives malheureuses, citons encore celle quelques jours plus tôt du bohémien, parce qu'il vient de Bohême, Henri-François Reichelt, qui teste un costume parachute inspiré des ailes des chauves-souris. Pour ce faire, il décide de sauter du premier étage de la Tour Eiffel. Alors, je sais pas quel a été son processus de conception, mais à l'époque, on saute déjà en parachute avec des toiles dont on sait que la surface doit être importante pour ralentir suffisamment le parachutiste. En outre, ce bon Henri a testé son invention peu auparavant avec un mannequin, et ça s'est soldé par un échec. Ensuite, il a sauté lui-même de 10 mètres de haut, et ça n'a pas mieux marché, sa survie étant due à la paille disposée au sol. Et sachant ça, il décide quand même le 4 février 1912 de sauter du premier étage de la Tour Eiffel, soit 57 mètres, et effectue un lithofreinage abrupt. Faut croire que lui-même n'y croyait pas puisqu'il avait rédigé son testament la veille. L'année suivante, l'allemand Otto Heinecke met au point le parachute à SOA, donc un parachute dans un sac à dos qui s'ouvre automatiquement grâce à une sangle à ouverture automatique qui n'est rien de plus savant qu'une sangle reliée à l'avion et qui tire le parachute hors du sac quand le parachutiste est suffisamment loin. Et arrive la Première Guerre mondiale et comme la dernière fois avec le ravitaillement en vol, personne n'a vraiment eu l'idée d'exploiter cette invention. Les seuls à en disposer sont les observateurs à bord de ballons captifs, mais pas les pilotes d'avion. Il semblerait que certains états-majors de l'époque aient craint qu'avec un parachute sur le dos, les pilotes n'aient été tentés d'abandonner leur appareil un peu trop vite en cas de danger, et que donc, pour les motiver un petit peu plus à se battre par la crainte de finir au sol avec leur engin en cas de défaite, ils ne les aient privés de parachute. Mais la réalité du terrain, c'est surtout qu'à l'époque, les avions étaient des merdouilles en bois entoilés, équipés de moteurs aux puissances ridicules, et qu'emporter ce poids supplémentaire était compliqué, sans parler de l'encombrement. Mais les avions évoluant pendant la guerre et les derniers modèles de la fin du conflit étant nettement plus puissants, les parachutes sont arrivés en 1918. Et d'abord chez les Allemands. Ce n'est donc qu'après la Première Guerre mondiale que le parachutisme militaire naît vraiment. Les premiers à faire des tests dans les années 30 sont les Allemands et les Russes. Les Russes qui le font à la russe, c'est-à-dire sans parachute, en sautant à très basse hauteur de l'avion et en comptant sur une bonne épaisseur de neige pour amortir l'arrivée. Les Russes. À l'orée de la Seconde Guerre mondiale, on dispose d'avions gros porteurs et le parachute est au point depuis des décennies. C'est donc sans surprise que pour la première fois sont déployés des paras. Alors je vous fais pas un dessin, vous visualisez tout à fait la pluie de GI accrochés sous leur parachutron. Bon, mais quand on largue des troupes derrière les lignes ennemies, on peut pas les y envoyer à poil. Si un parachutiste peut être chargé d'un pactage assez volumineux, et donc de pas mal de matos, ça reste un équipement relativement limité. Donc dans la même période, on invente l'aérolargage. Au début, ça consistait à empaqueter du matériel dans des caisses matelassées et à le jeter dehors depuis la porte latérale de l'appareil. Rapidement, pour pouvoir jeter du matériel un poil plus fragile, on a équipé les dites caisses de parachutes. Puis sont arrivées les grandes baies à l'arrière des avions, et là c'est devenu la fête du slip. On met des rails au sol, dans la soute de l'appareil, et si ça tient dedans, ça peut être bazardé. Alors soit l'avion prend une assiette à cabrer et le colis tombe tout seul, soit il est poussé dehors, soit tiré par un parachute extracteur. Et une fois dehors, le colis a plusieurs façons d'atterrir, plus ou moins bourrine. Par exemple, vous pouvez mettre sous votre colis du carton ondulé, oui, du carton ondulé, qui a une très bonne capacité à amortir les chocs, faire un passage au ras des pâquerettes et jeter votre colis dehors. Alors on jette pas que des chars comme ça, c'est notamment une technique bien pratique lors d'opérations humanitaires quand on ne dispose pas de site d'atterrissage. Parce que la bouffe ou les médocs, c'est pas super fragile. Évidemment, vous pouvez aussi filer un parachute à votre colis pour lui permettre de se poser en douceur. Mais aujourd'hui, on va voir une technique un peu plus moderne. Parce que si vous larguez votre char derrière vos lignes, bon, normalement, vous contrôlez votre espace aérien, donc vos avions peuvent circuler. Si vous larguez un colis humanitaire à un endroit où on peut juste pas atterrir, la question se pose juste pas. Mais comment faire quand vous devez larguer un colis à vos troupes qui se trouvent en zone hostile ? Si vous débarquez avec votre gros porteur à basse altitude, non seulement c'est pas très discret, toute la région est au courant de votre livraison, mais en plus c'est dangereux parce que vous mettez votre avion à portée de possibles défenses antiaériennes. Donc, vous devez balancer votre colis par-dessus bord en haute altitude et potentiellement de nuit, là où personne ne vous verra arriver.
Une fois sous sa voile, il fait pas de bruit, il a une signature radar minime, c'est parfait pour assurer sa discrétion. Mais le problème, c'est qu'une fois votre équipement sous son parachute, bah il va un peu là où il veut, et votre objectif, c'est pas que votre ennemi reçoive 2 tonnes de munitions dans son jardin. Et il n'y a même pas besoin de la signature à la livraison. Quand les forces spéciales sautent de très haute altitude, elles peuvent soit ouvrir leur parachute au dernier moment pour un maximum de discrétion, soit l'ouvrir tout de suite et parcourir jusqu'à 30 km horizontalement avant de se poser silencieusement et précisément quelque part. Imaginez qu'on puisse faire pareil avec un colis sans personne dedans. Bah, c'est ce que la Direction Générale de l'Armement va tester aujourd'hui. En soi, si le système, comme d'habitude, est complexe, le concept, lui, est très simple. On sait faire voler un avion tout seul, on sait piloter une voile de parachute en tirant sur les suspentes, alors pourquoi pas simplement faire les deux et équiper le colis d'un dispositif de pilotage automatique qui va actionner les suspentes et diriger le colis. Après tout, faire voler des engins sans pilote, ça fait des décennies qu'on sait le faire, mais voilà, un avion ou même un drone joué, ça vole suffisamment vite pour tenir un minimum tête au vent. Un parachutant, en revanche, ça descend vite et ça avance pas beaucoup. Pour 1 mètre de perdu, un parachute moyen va avancer de 2 ou 3 mètres à l'horizontale. On sait larguer des colis de la sorte à presque 10 km d'altitude. Et là, avec une bonne voile et dans de bonnes conditions de vent, celui-ci peut parcourir pas loin de 50 km avant d'aller se poser. Mais encore faut-il que les conditions soient bonnes. La Direction Générale de l'Armement a donc en tête de tester un système capable, certes, de tirer sur les suspentes du parachute pour le diriger, exactement comme le ferait un parachutiste bien humain, mais en plus de le faire un peu plus intelligemment que ça. Parce que jusqu'ici, il existe bien des systèmes capables de garder un cap ou de viser une position GPS, mais comme je vous l'ai dit, ce genre de voile, c'est très sensible au vent. L'idée, aujourd'hui, c'est donc de tester un système capable d'adapter sa trajectoire en fonction des vents, mais aussi d'éviter des zones ou de suivre un itinéraire préétabli. Donc, et si on allait voir ça ? Aujourd'hui, on est donc en compagnie de DGATA pour Direction Générale de l'Armement Technique Aérospatiale. Même si aujourd'hui, on va plus rester dans l'aéro. Nous sommes ici à Pamiers, dans l'un des plus gros paraclubs de France. Pour éviter d'avoir à faire appel à l'armée de l'air et à déplacer un gros A400, la DGA va simplement louer un avion de parachutisme. Une vingtaine de tests de ce genre, mais avec des objectifs très divers et variés, sont effectués par an. Le largage de ce genre de colis a déjà été testé, donc aujourd'hui, ce qui va être étudié, c'est son comportement en vol. Mais à 500 mètres du sol, il sera piloté manuellement pour l'atterrissage. Une fois qu'on se sera assuré que le vol est fiable, l'atterrissage automatique sera testé lui aussi, mais c'est pas à l'ordre du jour. En France, on sait larguer des colis jusqu'à 16 tonnes, mais ce système-là est fait pour piloter des colis allant jusqu'à 250 kg. Alors, on va voir. Vas-y, on regarde à fond. Tu m'as dit 3 minutes avant le largage, on est en marche. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Il reste allumé bleu tout le temps, dès le départ. Tout le départ, oui. On n'y touche plus jusqu'à la fin. Ouais. Tu peux y toucher une fois que tu as rangé les commandes. Une fois que j'ai tout arrêté. Tout à la fin, finale. D'accord. Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis le responsable du département aérolargage à DGA Technique Aérospatiale. Donc aujourd'hui, on va réaliser un essai sur un système de colis autoguidé. Donc c'est un système de pilotage d'une voile pour emporter une charge de 150 à 250 kg qui va piloter donc la charge de manière autonome pour l'amener du point de largage à un point de posée prédéterminé. L'idée est de pouvoir ravitailler des personnels au sol depuis un endroit un peu éloigné en l'air. Notre essai d'aujourd'hui va consister à évaluer le système de pilotage de ce système autonome en le larguant à quelques kilomètres d'ici et en lui donnant une trajectoire et un point de posée au-dessus de notre tête. Le système étant encore en développement, donc il va être posé sur un parachutiste d'essai qui va le relier à son parachute et qui va pouvoir vérifier tout au long de l'essai si le système répond de manière correcte ou pas et reprendre la main en cas de problème. Ok, bon, le briefing pour ce vol. On va faire un essai pour le manpack de FAOPADS. Donc la priorité, c'est notre essai. Et en plus de l'essai, on va en profiter qu'on a l'avion pour faire des sauts d'entraînement au profit de la FTAT. Bonjour, moi je m'appelle Christophe. Je suis parachutiste d'essai à la DGA Technique Aérospatiale sur le site de Balma, à côté de Toulouse. J'ai 4300 sauts et je suis affecté à la DGA depuis 2009. Voilà.
J'ai passé l'école des paradessais en 2007. Et les paradessais, c'est une petite population, parce qu'on est actuellement un peu moins de 10 en service à la DGA et dans les forces. Donc voilà, on se connaît tous, et puis on est tous amenés à travailler ensemble régulièrement. Pour l'instant, il n'est pas complètement autonome ce colis, donc il est arrimé sur moi, sur mon harnais, et je connecte les commandes de mon parachute à ce boîtier, et sous vol, il me ramène au point visé programmé à l'avance. Et si vraiment il y a un vrai problème avec la programmation, avec le comportement du colis, je reprends les commandes en main pour me poser en toute sécurité sur un endroit, voilà, sur la zone. Le temps de vol prévu, je l'estime grosso modo à 30 minutes. Le temps de monter, larguer au 120 et de redescendre pour toi. Les minima, nous faut un VMC vu du sol. Aujourd'hui, on n'est pas en VT, on a du beau temps. Et le vent max au sol, 8 mètres, on va prendre aujourd'hui. D'accord? Pour toi, Basile? Alors, je m'appelle Basile et donc ça fait 10 ans que je suis dans ce service du domaine de l'aérolargage. Donc mon rôle est avant tout dédié à des travaux de simulation, simulation numérique, simulation mathématique, simulation trajectographique. Et de fil en aiguille, on en est venu à disposer de modèles, de simulation. Et de ces modèles-là, on a décidé de se lancer dans le développement d'un démonstrateur pour démontrer que toutes les théories qu'on avait établies en simulation, eh ben, elles valaient le coup de les tester en vol. Et donc c'est ça aujourd'hui pourquoi on en est sur ce produit-là, le colis FAOPADS. On va dire qu'il y a deux choses essentielles à comprendre dans un colis autoguidé. Le premier, c'est les algorithmes. Donc les algorithmes servent à donner de l'intelligence à ce mécanisme, cet automate. Et derrière, il y a une autre partie, c'est la partie hardware. Ce système est basé sur des moteurs qui viennent enrouler les commandes du parachute. Et avant ça, il y a un ordinateur de bord, ce calculateur embarqué, on a fait le choix de faire dans le low cost, dans des systèmes qu'on trouve sur étagère. Donc là, en l'occurrence, c'est un système Raspberry et une carte de navigation. C'est là où sont les instruments de mesure dessus. Donc c'est ça le cœur de cette solution qu'on a appliqué donc, à un parachute, c'est-à-dire un système sous-actionné. Un système qui se déplace très lentement dans l'espace aérien, qui a des manœuvres peu engageantes. Et du coup, comment manœuvrer cet ensemble que ça permet vraiment d'amener un parachute au point cible attendu. L'objectif de ce colis autoguidé, c'est de pouvoir être largué d'une altitude de 4000 à 9000 mètres d'altitude pour emporter une charge de 150 à 250 kg pour ravitailler des personnes au sol, que ce soit de manière autonome ou pilotée ou autopilotée. L'objectif étant de ravitailler ou d'apporter du matériel en plus à des parachutistes. Pour sécuriser le système, puisqu'on n'est pas navigable, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autorisation pour mettre en vol dans l'espace aérien ouvert, donc on a fermé l'espace aérien, on a eu l'autorisation et on a mis un parachutiste qui va permettre d'assurer la sécurité, c'est-à-dire qu'à tout moment, il reprend les commandes s'il voit que le colis autoguidé part dans un secteur où il ne faut pas qu'il aille. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Et bien s'il n'y a pas de questions, on prépare le saut et on va à l'avion. C'est bon, alors t'es harnaché, t'es prêt, tu vas sauter avec eux ou tu restes dans l'avion? Non, je reste dans l'avion quand même. Mais je serais prêt à sauter s'il fallait. Ouais, moi aussi, grave. J'ai déjà fait, j'ai sauté 3 fois dans ma vie. Si on m'avait proposé, j'y serais allé, j'ai sauté 2 fois. Moi aussi. Ouais. Une autre fois. Oui, faut pas déconner.
Basile de Christophe, la GU ne fonctionne pas. Le rayon bleu est allumé, le chant est retiré et les moteurs n'enroulent pas. Est-ce que tu peux éteindre le bouton bleu, enlève les bougies, éteindre le bouton bleu? Ça y est, il marche. Des va-et-vient à droite à gauche. Je suis dans l'axe de piste à 1700 mètres. Par contre, j'ai pas eu de décompte, on a eu 2 minutes. Il a sauté. Basile, pour info, j'ai déconnecté à 550 mètres. Je vais laisser en marche, voir s'il fait un arrondi. Ça pose bien, mais des fois il y a du vent. Bon, normalement il y a un beau soleil. Il devrait y avoir des belles vidéos. Alors par contre, à mon avis, là, on t'entendra pas avec le vent que j'ai dans la caméra. C'est pas plus belle. Ça traîne? Je m'appelle Romain, je suis plieur, opérateur d'essai et plieur de parachute à la DGA. Je suis en charge de tout ce qui est maintenance de tous les parachutes, tout type de parachute. Donc ceux-là, hein, parachute à personnel, parachute matériel, petit, gros. Tout ce qui sort d'un avion, ben, on est capable de le replier et de faire la maintenance. Alors pas les réparations, c'est un autre secteur. Des petits changements, des changements de commandes, des changements de pod, là où on met la voile dedans. Et après, c'est surtout le conditionnement. Voilà. Mais c'est lui aussi qui fait tous les pliages d'essai lorsqu'on fait des sous-essais particuliers, en particulier quand il y a des mesures ou instrumentation sur la voile. Ça fait maintenant plus de 25 ans que je plie des parachutes, parce que j'étais anciennement dans les forces. J'étais spécialiste matériel parachutage. Du coup, j'étais à Mont-de-Marsan avec les paradessais. Ensuite, j'ai été muté à Orléans. Et ensuite, il y a eu une prospection pour aller à la DGA. On se connaissait un peu tous, hein. C'est un petit monde, c'est un microcosme un peu le para. Et ça m'intéressait pour une reconversion, tu vois, après l'armée. C'est pas éternel l'armée. J'ai passé les essais, j'ai été pris. Et maintenant, je regrette rien, au contraire. Hein. Oui, c'est une
la meilleure reconversion que j'ai pu faire. Voilà, parce que c'est la continuité, c'est passé de l'autre côté aussi. J'étais côté force, maintenant je suis côté DGA. Mais c'est génial, voilà, c'est top, on touche à tout, on voit tout. Et on fait des choses qui ne sont pas forcément communes dans l'armée. Et tout plieur de parachute fait tout pour que le parachute s'ouvre. Sauf que nous, des fois, on fait tout pour que le parachute ne s'ouvre pas. Voilà. C'est génial. Ouais, il faut qu'on bloque des fois les containers pour voir les réactions d'un petit parachute ventral, voir comment le parachute se comporte. Des fois, ça arrive qu'il faut que le parachute de secours ne s'ouvre pas. C'est rigolo. Hein. Mais tout ce qu'on fait ici, ça sort de la norme. Donc, alors, c'est pas à chaque fois exceptionnel, mais ça sort de la norme. Donc, c'est super intéressant. C'était le premier saut qu'on vient de faire avec l'AGU connecté avec le GPS. La sortie, je mets en œuvre 1 à 2 secondes après la sortie. L'ouverture se passe bien, il n'y a pas de remarque particulière par rapport au PBO. La connexion des commandes se fait facilement. C'est bien rangé dans les pochettes, ça ne bouge pas. C'est assez rapide, il n'y a pas de problème de ce côté-là, on ne change rien. Et après, quand j'ai mis en marche l'AGU, dans un premier temps, ça n'a pas marché. D'accord. Voilà. Donc je déconnecte, je retire la goupille comme prévu. Tu peux le faire. Je peux le faire, elle n'est pas en marche. Non. Je retire la goupille, je tiens les brins morts pour les tendre et il ne se passe rien. Okay. J'attends à peu près une trentaine de secondes, il ne se passe rien, j'attends encore un petit peu plus, il ne se passe rien. Donc je t'annonce que ça ne marche pas dans un premier temps. Et je maintiens quand même tout tendu si des fois ça démarre. Bon, il ne se passe rien de particulier. Tu me proposes via la radio d'éteindre et de relancer le système, c'est ce que je fais. Donc je remets la goupille, j'éteins, je relance le système. La première fois, c'est pas reparti non plus. Et la deuxième fois, c'est reparti. Donc ça a mis un peu de temps. Je l'ai indiqué à la radio si ça a enregistré, à quelle hauteur ça a démarré. On l'a noté. Tu l'as noté certainement. Mais voilà, donc on a perdu un peu de hauteur par rapport au moment où ça s'est vraiment mis en marche, mais elle s'est mise en marche. Il prend le cap comme convenu pour rentrer sur le terrain. Et là, la voile, tu la vois légèrement partir à droite, légèrement partir à gauche. Elle fait ça un peu tout le long. C'est pas rapide. À mon avis, si c'est pour perdre de la hauteur, on peut pour la suite lui faire des amplitudes un peu plus importantes. Hein, parce que là, il prend à peu près 20-25 cm de commande. Okay. On peut enrouler davantage. Et quand on est à l'aise du terrain, il arrête de faire des va-et-vient. Et puis là, il fait un virage calme sur la gauche. Doucement, la voile, elle tourne. Mais vraiment lentement. Oui. Hein. Donc c'est bien parce qu'il est dans le vent. Il perd de la hauteur avant de rentrer sur la zone. Okay. Donc ça, c'est très bien. Si c'est dans la programmation ou que ça a été programmé comme ça, c'est très bien. Et il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc normalement, j'aurais dû le laisser travailler jusqu'à 500 mètres. Mais comme il y a beaucoup de vent et puis que le vent m'embarque, je ne suis pas sûr de rentrer sur le terrain, j'ai décidé de vers 650 mètres de retirer les commandes. Je laisse en marche néanmoins. Et moi, je reprends les commandes à 650 pour rentrer sur le terrain proprement. Et par contre, l'arrondi qu'il devait faire à 500 mètres, il ne le fait pas. Alors, justement, on a regardé ton vol. Une fois que tu t'es posé, on a pu récupérer les données de vol, donc on a analysé ça. Alors, j'ai plusieurs réponses à tout ce que tu as soulevé comme point. Le premier, c'est pourquoi ça n'a pas marché lorsque tu as voulu le mettre en fonctionnement une fois ta voile ouverte. Et en fait, c'est qu'on a un problème de captation GPS. Lorsqu'on était dans l'avion, on a capté des valeurs négatives sur les positions et sur l'altitude, qui fait qu'il y a un critère dans notre algorithme qui fait que si on a une mauvaise altitude ou une mauvaise GPS, ben le système il s'éteint parce qu'on estime qu'on est où on atterrit ou on n'est pas conforme à la mission attendue. Donc il s'est naturellement éteint. Bon, c'est un petit point à revoir. Du coup, effectivement, on t'a demandé de redémarrer. Ce redémarrage a permis de réinitialiser le GPS et à tout relancer, et ça a permis effectivement de relancer la mission. Donc de là, on était plus bas que ce qu'on estimait au début de la mission. Donc du coup, bon an mal an, on a quand même cherché le système a cherché à rejoindre la cible, et face à un vent assez fort, comme tu l'as signalé. Et lorsque tu as parlé de trajectoire de virage, nous, ça correspond à une phase d'attente. Le système se positionne dans un secteur et attend, et ça veut dire qu'il perd de la hauteur pour chercher à engager son dernier... Il est dans le bon secteur. Dans le bon secteur pour chercher à engager le dernier virage pour pouvoir se poser donc fictivement à 500 mètres. Donc effectivement, il était dans le bon secteur. Alors effectivement, on va essayer maintenant du coup de comprendre, c'est quelque chose que j'ai pas dépouillé pour l'instant, c'est pourquoi lorsque tu as laissé le système allumé mais déconnecté du parachute, malgré tout, tu n'as pas vu les moteurs s'enrouler au moment où tu as passé les 500 mètres. Enrouler, ça veut dire à l'arrondi pour pouvoir poser fictivement à 500 mètres. Je voulais aller avec toi voir la trajectoire pour te montrer pour ma trace. Ta trace. Ouais, très bien. Pour qu'on aille voir justement quand je parle de secteur d'évolution. C'est Alain qui l'a ? C'est Alain qui l'a et c'est affiché là-bas.
Donc peut-être toi tu peux m'expliquer déjà ce que tu as prévu. La jaune c'est Casper, donc toi tu as calculé avec ton outil Casper Oui. Cette trajectoire jaune, celle que tu devais suivre fictivement si tu n'avais pas de colis autoguidés dans les bras. C'est ça. Donc tu aurais été largué, donc si je ne me trompe pas, dans ce secteur-là, pour ensuite rejoindre la cible qui est ici, la cible est ici. Oui. Je sais pas si tu as vu, on voit vraiment le 360 que je te disais, qu'il était en attente par rapport à notre zone. Non, pour un premier largage en autonome avec le GPS, il y a un bon comportement. Bien, on vient de réaliser donc un essai dans des conditions plutôt difficiles. Il y a pas mal de vent aujourd'hui, mais malgré tout, le résultat est plutôt satisfaisant. Le colis a été mis en œuvre, il a réalisé des actions qu'on attendait de lui. Il y a des choses qui sont encore améliorées, mais globalement on est vraiment très satisfait, surtout pour une première. Le but de cet essai, c'était les premiers largages que l'on fait avec une autonomie complète du colis. L'autonomie complète, c'est-à-dire qu'il a la réception de sa position GPS et de lui-même, il était censé me ramener sur le point visé programmé à l'origine. Arnaud, on te voit. T'es dans le cadre. Oh pardon, oui c'est vrai, excuse-moi. Ou alors tu peux être dans le cadre, puis tu... C'est un grand angle de chez grand angle. On avait fait en sorte qu'on lui fasse croire à notre colis qu'il fallait faire un arrondi à 500 mètres au-dessus de la zone pour qu'il simule justement l'arrondi par la suite. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent et j'avais peur de ne pas rentrer sur la zone en le laissant faire trop longtemps. Donc à 650 mètres, j'ai pris la décision de le déconnecter, les commandes, et de reprendre en main la voile pour revenir me poser en toute sécurité sur la zone. Il y avait beaucoup de vent, j'ai eu raison, je l'aurais laissé faire un peu plus longtemps, je pense que je ne serais pas rentré. Voilà. Et voilà. Bon, que dire de plus? Comme la dernière fois, pour les 2-3 complotistes qui seraient encore là, la DGA m'a invité parce qu'ils ont bien aimé ma précédente vidéo et leur intérêt dans l'histoire, c'est de montrer ce qu'ils font avec l'argent du contribuable. Et moi, si on me propose de filmer ce genre de truc, vous vous imaginez bien que je vais pas dire non. Encore une fois, je remercie toute l'équipe de la DGA et aujourd'hui plus particulièrement DGA TA pour leur accueil. Et dès que l'occasion se représentera de vous montrer un test de matériel, on remettra ça. En attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeeks et à la revoyure.